Bonjour et bon réveil, bienvenue sur I24 pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct. On jette tout de suite un coup d'œil au sommaire de votre édition. Djihadi John a bel et bien été tué dans l'attaque du fief de l'État islamique à Raqqa. Confirmation faite cette nuit par Daesh dans sa revue. Les actes anti-musulmans ont augmenté de 223%. Ceux visant les juifs restent à un niveau élevé. Voilà donc les derniers chiffres publiés par le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, estime par ailleurs que l'état d'urgence a montré son utilité. En France, le nombre de morts est en augmentation, l'espérance de vie diminue et les naissances sont en baisse. Pas de quoi vous réjouir en ce début de journée, mais ce sont les nouveaux chiffres de l'INSEE. On les décryptera dans cette édition. Jamais un chef de gouvernement socialiste en exercice n'y avait mis les pieds. Manuel Valls est attendu au Forum économique de Davos. Les 2500 participants, dont 1500 patrons d'entreprises pour la plupart multinationales, discuteront des perspectives de la 4e révolution industrielle. Et puis toujours en France, hier à l'Assemblée nationale, il y avait une présence très remarquée. Fini les apparitions à l'écran en maillot rouge de sauveteuse. Pamela Anderson est venue défendre les animaux aux côtés des Verts au Parlement français. Coup d'œil en fin d'édition. Il est 8h à Tel Aviv, ravi de vous retrouver ce matin avec cette annonce Djihadi John qui a bel et bien été tué dans l'attaque du fief de l'État islamique à Raqqa. Confirmation faite cette nuit par Daesh dans sa revue. Océane Nicole. C'est désormais officiel, Djihadi John est mort. Le terroriste britannique, membre actif de l'État islamique, a été tué le 12 novembre dernier par une frappe aérienne. L'armée américaine l'avait affirmé il y a déjà quelques mois. Vêtu de noir, masque et couteau à la main, à l'accent britannique parfait, Djihadi John apparaît dans plusieurs vidéos de l'État islamique, des vidéos de décapitation d'otages et d'occidentaux. C'est le magazine Dabiq de l'organisation djihadiste qui confirme sa mort. La revue lui consacre un article élogieux. Il le qualifie de martyr et de frère honorable. L'État islamique indique que Djihadi John se trouvait dans une voiture lorsqu'il a été visé par un drone à Raqqa dans l'est du pays. Il est mort sur le coup. De son vrai nom, Mohamed Emwazi, il était l'emblème de la cruauté de Daesh. Le gouvernement britannique le soupçonne même d'avoir planifié les attentats dans le métro de Londres le 7 juillet 2005. Mais la relève est déjà assurée. Siddharth Haddar, un Britannique de 32 ans, serait le nouveau Djihadi John. Début janvier, il menace directement le Premier ministre David Cameron avant d'exécuter 5 civils syriens. Le drapeau noir de l'islam flottera un jour au-dessus du 10 Downing Street. En Syrie, les djihadistes britanniques ne manquent pas. Tous rêvent de remplacer le célèbre Djihadi John. Myriam Aman, bonjour. La relève qui est déjà assurée ? Évidemment, on l'a vu dans le reportage, ils sont assez nombreux. Évidemment, on estime à 80 plus ou moins les djihadistes britanniques qui seraient en ce moment en Syrie, mais en Irak aussi. Et ils ont cette aspiration de ressembler à Djihadi John. D'ailleurs, après les premières vidéos publiées par l'État islamique sur YouTube notamment et sur les réseaux sociaux de ce bourreau britannique à l'anglais parfait, eh bien, on a vu augmenter le nombre de candidats au djihad qui ont tenté de passer de Grande-Bretagne en Syrie. Et l'État islamique qui a mis du temps à confirmer cette mort qui serait intervenue vraiment beaucoup plus tôt en novembre dernier. C'est peut-être un petit peu stratégique. Ils font un moment évidemment bien déterminé. Ils ont évidemment leur motivation, pourquoi ils ont attendu. Peut-être qu'ils attendaient tout simplement, parfois ça a l'air un petit peu ridicule, mais ils attendaient peut-être la date de publication de leur revue. Une revue qui est accessible sur Internet entièrement gratuitement et qui a évidemment un graphisme assez important et fait par des graphistes professionnels. Peut-être que c'est là l'explication de cette attente, tout simplement. Merci beaucoup, Myriam, pour ces explications. Je vous le disais en titre, les actes anti-musulmans ont augmenté de 223%. Ceux visant les juifs restent à un niveau élevé. Voilà donc les derniers chiffres publiés par le ministère français de l'Intérieur. Julien Baloul, on fait l'état des lieux de cette année 2015. Je propose de mettre en comparaison les actes anti-musulmans et les actes antisémites, puisque ce sont les deux données publiées par le ministre de l'Intérieur. En fait, il va y avoir un rapport complet qui va être publié mercredi, mais voici déjà les chiffres publiés. Regardez, au fil des années, la courbe du haut, ce sont les actes antisémites, la courbe
courbe du bas, ce sont les actes anti-musulmans. On voit donc une explosion vraiment de 2014 à 2015 des actes anti-musulmans qui passent de 133 à 421. Le niveau de l'antisémitisme donc baisse légèrement. Il se maintient à un niveau très élevé parce qu'il est au-dessus de 800. Et sachez, Nathalie, que la barre des 800 n'a été franchie que 3 fois dans l'histoire. Une première fois en 2009, une deuxième fois en 2014 et donc 2015. 2009-2014, c'était 2 opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Selon le ministère de l'Intérieur, les données sont mêlées. Petite baisse donc des actes antisémites. On note toutefois que la gravité des actes antisémites a monté d'un cran puisqu'il y a eu beaucoup de morts en 2015 avec les attentats de l'Hypercacher, 4 morts, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Donc voilà un petit peu. Donc ça stagne pour les actes antisémites, mais la gravité des actes exactement, la gravité augmente et les actes anti-musulmans explosent. Et la plupart des actes anti-musulmans ont eu lieu dans le premier semestre, c'est-à-dire dans la foulée de Charlie Hebdo. Ce qui est important, ce qui n'est pas noté, ce sont les actes anti-chrétiens, les actes anti-chrétiens qui ne sont pas relevés. Et sachez que par exemple en 2014, il y avait 6 cimetières juifs qui étaient profanés, 4 cimetières musulmans et 206 cimetières chrétiens qui étaient profanés. On parle rarement des actes anti-chrétiens et pourtant il y en a énormément. Ça en dit long, Myri, sur les tensions qui sont cristallisées dans la rue aussi en France. Il y a énormément de tensions, mais ce que ne disent pas encore ces chiffres, il faudra attendre évidemment le rapport final, c'est que dans ces actes antisémites et ces agressions, il n'y a pas les attentats, il n'y a pas l'Hypercacher qui est répertorié dans ces chiffres-là, parce que ça c'est une autre dimension et il faudra voir tous les jours qui sont et il faudra voir dans le détail, puisqu'il y a des mois, comme vous l'avez dit, où il y a des tensions beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes ici au Proche-Orient et en Israël en particulier. À ce moment-là, il y a une augmentation soudaine des actes antisémites. Très rapidement, Julien, cette autre intervention de Bernard Cazeneuve voulant annoncer une brigade d'intervention capable d'intervenir dans moins de 20 minutes partout sur le territoire français. Oui, ce sont 2 déclarations qu'il a fait dans le journal La Croix pour le lancement de la nouvelle formule du journal La Croix. Il veut donc une brigade d'intervention de la gendarmerie qui puisse intervenir partout sur le territoire français en moins de 20 minutes. Alors ça fait poser beaucoup de questions. On se demande évidemment en combien de temps les forces françaises interviennent actuellement. Voilà, on verra dans les prochains jours comment ça sera mis en place. Ça semble beaucoup, tout de même 20 minutes. Merci Julien pour ces explications et puis notez cette information. Près de 2 semaines après la mort du jeune homme qui a été abattu en tentant d'attaquer un commissariat dans le 18e arrondissement de Paris, sa famille compte porter plainte contre X. Voilà pour cette information. Christian Jacob a demandé à l'Assemblée nationale la création d'une commission d'enquête parlementaire après les attentats du 13 novembre. Une commission qui porterait sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme, et ce depuis le 7 janvier 2015. Pour le chef de file des Républicains, cette démarche s'inscrit dans une logique de transparence. Regardez. Y a-t-il eu une faille dans les services de renseignement ? Acte 1. Concernant les attentats survenus à la rédaction de Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, la question est de savoir pour quelles raisons les frères Kouachi et Amédi Koulibaly n'ont pas fait l'objet d'une surveillance plus serrée. Au sujet des attentats du 13 novembre dernier, il existe d'autres interrogations. Comment Omar Ismaël Mostefai, ici au centre, objet d'une fiche S depuis 2010, a-t-il pu partir en Syrie sans attirer l'attention ? En décembre 2014, la Turquie a pourtant informé la France des allers-retours incessants de Mostefai entre la Syrie, la Turquie et la France. Abaoud a aussi multiplié les allers-retours entre la Syrie et l'Europe sans être inquiété. Y a-t-il eu une faille dans les contrôles aux frontières ? Acte 2. La libre circulation des personnes dans l'espace Schengen sera au centre des débats. Une liberté de mouvement qui a permis à Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, d'effectuer sans encombre des allers-retours entre la Syrie et la France. L'homme était pourtant sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Autre interrogation, comment se fait-il que la Belgique a pu laisser filer 3 de ses ressortissants, les frères Abdeslam et Abdelhamid Abaoud, alors que la connexion entre les djihadistes belges et français était connue depuis Mehdi Nemmouche, arrêté à la gare Saint-Charles de Marseille, et l'attentat raté du Thalys au mois d'août 2015. Y a-t-il eu une faille dans les contrôles des trafics d'armes ? Acte 3. Comment les assaillants se procurent-ils leurs armes dans la mesure où l'accès à celles-ci est généralement illégal en France ou strictement réglementé ? Malgré les milliers de perquisitions effectuées entre janvier et novembre 2015, l'État n'a pas pu éviter les attentats du mois de novembre. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actualité en bref et en images. Des manifestations agitent la ville de Kasserine en Tunisie depuis la mort d'un jeune diplômé, chômeur ce week-end. Un rassemblement a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Au moins 14 personnes ont été blessées. Pour tenter de calmer la situation, le ministère de l'Intérieur a décrété un couvre-feu.
À peine annoncé, le nouveau gouvernement d'union nationale de la Libye, constitué sous les auspices des Nations Unies, divise déjà 32 ministres représentant les différentes parties et régions, composent ce gouvernement d'union dirigé par l'homme d'affaires tripolitain. Et il avait dirigé les plus grands acteurs italiens, à commencer par Sophia Loren, Marcello Mastroianni dans une journée particulière, Ettore Scola, maître du cinéma italien des années 60 à la fin du XXe siècle. C'était hier dans une clinique romaine à l'âge de 84 ans. Son cœur s'est arrêté de battre par fatigue, c'est ce qu'ont indiqué son épouse et ses filles. Israël n'a jamais été aussi isolé sur le plan diplomatique. La politique sécuritaire du pays est dépassée et n'est plus d'actualité. Dixit, Yair Lapid, Naftali Bennett, des propos qui viennent tacler Benyamin Netanyahou au sein même parfois de son propre gouvernement. Dror Even Sapir et Daniel Haïk, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, on le voit, les violences, Dror, anti-israéliennes quasiment quotidiennes depuis plusieurs mois ont leur retombée politique et on en voit l'expression ces derniers jours. Alors, il est tout à fait normal qu'un homme issu de l'opposition israélienne comme Yair Lapid s'en prenne au gouvernement pour sa politique sécuritaire, mais ce qui est plus rare, c'est qu'un ministre du gouvernement, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Naftali Bennett, qui est chef de parti, il est le numéro 1 du parti nationaliste religieux, le Foyer Juif, et ministre de l'Éducation, eh bien, lui-même s'en prend lui aussi à la politique menée par son propre gouvernement. Donc une opposition au sein même du gouvernement. Et voilà ce que dit Naftali Bennett, ministre de l'Éducation. La menace centrale à laquelle nous sommes confrontés n'est pas le blocage du processus de paix, mais un autre blocage, celui de notre pensée, de notre stratégie. Cette menace n'est pas tant représentée par les assassins qui s'en prennent aux civils dans les rues d'Israël et qui ont entraîné l'établissement de blocs de béton au cœur de Jérusalem, que par les blocs de béton de nos propres conceptions, stratégiques. C'est bien évidemment une critique très acerbe. La réponse du berger à la bergère, celle de Moshe Yaalon, ministre de la Défense, bien évidemment directement visé. On ne gère pas une campagne militaire avec des slogans. C'est irresponsable, voire puéril pour un bénéfice politique cynique sur le court terme. Une atteinte est portée à la sécurité du pays sur le long terme. Et voilà la réponse du berger à la bergère. Alors justement, Daniel, on a l'impression que plus l'intifada se poursuit, plus Netanyahou est en situation de danger. Il ne peut plus vraiment se revendiquer comme le monsieur sécurité. Et c'est là que Naftali Bennett entre en ligne de mire et de jeu. Oui, effectivement, monsieur sécurité, c'est Binyamin Netanyahou depuis presque 20 ans, on va dire. Et effectivement, il n'avait pas eu jusque-là d'intifada à gérer. Il y a une intifada qui se poursuit aujourd'hui. Il ne peut plus revendiquer ce titre de monsieur sécurité et naturellement Naftali Bennett se pose en postulant pour le remplacer à ce titre. Il faut rappeler par exemple qu'il a quasiment la même carrière au niveau sécuritaire puisque comme Binyamin Netanyahou il a été officier supérieur d'une unité d'élite de l'armée israélienne, des commandos Matkal. C'est un homme donc qui peut revendiquer. Il l'avait déjà fait, il avait déjà mis en cause Binyamin Netanyahou dans sa gestion de la crise lors de l'opération Bordure Protectrice et là encore il récidive. Alors la question que l'on se pose, et c'est une question avancée par le leader de l'opposition, Yitzhak Herzog, pourquoi ne démissionne-t-il pas? Dans le contexte actuel, on ne voit pas Naftali Bennett démissionner. On voit Binyamin Netanyahou qui aurait pu limoger Naftali Bennett comme il avait fait à l'époque, il y a 20 ans, lorsque Yitzhak Mordechai s'était posé en rival au niveau sécuritaire. Là, il ne le fait pas. Binyamin Netanyahou veut apaiser la situation. Il est dans une situation de politique difficile avec une coalition de 61 députés. Pour l'instant, c'est une manière pour Binyamin Netanyahou de se poser en potentiel leader de la droite. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce monde-là, il y a aussi Lieberman, contourne Binyamin Netanyahou à droite, se veut plus ferme et plus nationaliste que le Premier ministre. Alors on l'a bien vu, Naftali Bennett dans la métaphore, dans son intervention Dror. En revanche, qu'est-ce qu'il propose très concrètement? Justement, c'est très flou. On ne sait pas ce que Naftali Bennett propose. Il est très bon pour adresser des critiques très acerbes, encore une fois, à son propre gouvernement, mais rien n'a transpiré dans ce qu'il a dit hier de ce qu'il voulait, de ce qu'il préconisait pour contenir cette vague de terreur. Ce qui se passe, Nathalie et Daniel l'a évoqué, c'est que les sondages, les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a un affaiblissement du Likoud et de Binyamin Netanyahou qui ne peut plus prétendre effectivement à ce titre de monsieur sécurité sur lequel il avait bâti toute une carrière politique. Et cet affaiblissement du Likoud profite aux autres partis de droite, ceux dirigés par Avigdor Lieberman et par Naftali Bennett.
Et voilà, donc pour cette fronde contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou, merci à vous de l'avoir décrypté. C'était l'homme le plus recherché d'Israël depuis 48 heures. Il a été neutralisé hier. Mourad Aïdaïs n'a que 15 ans. Cet adolescent palestinien a poignardé à mort une mère de famille dans la localité d'Otniel. Maxime Pérez revient sur la traque. Il est environ 5 heures du matin, l'armée israélienne vient de pénétrer dans le village palestinien de Beth Imra. Le raid est mené avec l'appui des services de renseignement du Shabak. À l'image, les commandos d'Ouvdevan, habitués aux opérations coup de poing. En quelques minutes, les militaires atteignent la maison du terroriste présumé qu'ils encerclent. Chacune des entrées est sécurisée, les forces spéciales peuvent pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Dernières instructions avant que l'unité ne fasse irruption dans la chambre à coucher du meurtrier de Daphna Meir. Le terroriste présumé, Mourad Adias, un adolescent palestinien de 15 ans, jusqu'ici inconnu des services de sécurité. Il leur aura fallu moins de 30 heures pour appréhender le jeune homme. Quelques heures après son arrestation, le père de Mourad Adias refuse de croire que son fils est coupable. Je n'y crois pas, je connais mon fils. Même s'il me disait « Papa, je l'ai fait », je n'y croirais pas. Je ne crois pas à un gamin ignorant de 15 ans. Comment pourrait-il faire cela? Comment vous sauriez? Menée par des centaines d'hommes, la traque de l'armée israélienne s'était concentrée dans la région sud de Hébron, en particulier autour des 4 villages palestiniens qui ceinturent l'implantation juive d'Otniel. Lundi, le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait juré que le meurtrier de Daphna Meir serait appréhendé tôt ou tard. Son mari et ses 6 enfants orphelins peuvent désormais entamer leur deuil. Alors Daniel, je voudrais qu'on revienne sur ce qui devient un phénomène, comme ça l'était à Marseille. Le terroriste avait également 15 ans, celui qui a attaqué le professeur de cette école juive. Eh bien, à Tekoa et à Otniel, les terroristes avaient aussi 15 ans. Oui, effectivement, et on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est une sorte de portrait type de certains de terroristes. On avait vu même au début de cette vague de violence que des jeunes terroristes avaient même 13 ans. On se souvient de ce cas d'un enfant qui avait poignardé un autre enfant israélien dans le quartier de Pisgah-Ze'ev. Là aussi, et là, il y a une sorte de phénomène. Lorsque, par exemple, l'assassin de Daphna Meir a réussi à s'échapper en dépit d'une certaine, on va dire, entre guillemets, audace d'avoir pénétré à l'intérieur, donc jusque devant le domicile de Daphna Meir, de la famille Meir, eh bien, il a réussi à en échapper. Alors, cela peut pousser d'autres jeunes de ce même âge à aller à agir de la même manière, à essayer de commettre des attentats. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Disons, la réussite de l'un, il y a une élimination, la réussite de l'un suscite l'autre, et c'est ce qui s'est passé au cours des derniers jours en particulier. Mais il faut rappeler tout de même que dans l'immense majorité des cas, les terroristes sont neutralisés, et c'est vrai que dans la plupart des cas, ces derniers mois, ils étaient un peu plus âgés, mais là, on assiste à un cas de figure de jeunes ou d'adolescents qui sont incités par les réseaux sociaux, on le sait, et cette incitation se poursuit sur Internet. Alors, Dror, une mention peut-être sur cette condamnation à demi-mot très légère de Mahmoud Abbas hier. Voilà, Mahmoud Abbas hier qui a affirmé que l'autorité palestinienne était contre les violences commises contre des civils. Mais il n'a pas fait mention de tel ou tel attentat spécifique. Donc pas de réelle condamnation à proprement parler. Il faut rappeler que contrairement dans le passé, eh bien, dans cette vague actuelle de violence, on n'a eu droit à aucune condamnation en bonne et due forme de la part des dirigeants de l'autorité palestinienne. Aucune condamnation des attentats commis dans les territoires de Cisjordanie. Ça, c'est une constance chez les dirigeants palestiniens, mais également aucune condamnation des attentats commis dans les villes israéliennes à l'intérieur de la ligne verte, que ce soit contre des membres des forces de sécurité ou contre des civils. Et les dirigeants israéliens ont répété à plusieurs reprises qu'ils s'attendaient à ce que l'autorité palestinienne condamne. Elle ne l'a pas fait, elle joue un double jeu manifestement, puisqu'elle a constamment la crainte d'être doublée en quelque sorte sur sa droite par le Hamas qui gagne en popularité en Cisjordanie. Merci beaucoup, Dror et Daniel. Alors, vous restez avec nous puisqu'on va écouter quelqu'un qui est cher à votre cœur, comme au cœur de beaucoup d'Israéliens. En tout cas, après une frayeur, l'ancien président d'Israël tient à rassurer. Shimon Peres va bien. Écoutez-le. Je suis passé par une expérience de 5 jours fascinante. Je suis tellement heureux de pouvoir retourner au travail.
J'ai été traité d'une manière... J'ai été gâté, si je puis dire. Je me sens non seulement neuf, mais aussi amélioré. Je peux à nouveau faire ce que je veux le plus, continuer à servir notre merveilleux pays que j'aime. Voilà, le peuple... C'est tout à fait impressionnant, c'est un homme qui a 92 ans et qui, la seule restriction qu'on lui a imposée, c'est de ne pas aller au sommet de Davos. C'est-à-dire, c'est quand même tout à fait impressionnant. Il reste toujours actif et le chouchou des Israéliens, Shimon Peres. Le chouchou des Israéliens, il ne l'a jamais vraiment été, il faut le rappeler, même si au cours de son mandat de président, il a gagné en popularité, mais pendant sa carrière politique, il était plutôt le mal-aimé de la vie politique israélienne. Il était davantage populaire à l'étranger qu'en Israël. Aujourd'hui, les choses se sont un peu rétablies, et puis il reste toujours très actif, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Et voilà, longue vie à Shimon Peres. Allez, on prend à présent la direction de la France. Le nombre de morts est en augmentation, l'espérance de vie diminue et les naissances sont en baisse. Pas de quoi vous réjouir en ces débuts de matinée et de journée, mais ce sont les nouveaux chiffres de l'INSEE. On s'y penche avec David Klezewski. Plus de morts parce que plus de personnes âgées. En 2015, la France a connu une augmentation des décès. Pour autant, les démographes affirment qu'ils n'enregistrent pas de coup d'arrêt dans la tendance à la hausse de l'espérance de vie. Au contraire, depuis 20 ans, les hommes ont gagné 3 ans. Les femmes peuvent-elles prétendre vivre 5 ans de plus ? S'il y a plus de décès, c'est donc en raison de la structure de la population, avec une forte hausse du nombre des plus de 65 ans. Une tranche d'âge plus sensible aux conditions climatiques et qui a souffert de 3 épisodes sanitaires liés à la météo tout au long de l'année 2015. Grippe en début d'année, canicule en juillet et brusque vague de froid en octobre. À noter cette année aussi une très légère baisse des naissances, 800 000 bébés en 2015. Rien d'exceptionnel selon l'INSEE qui dit avoir déjà observé de tels mouvements dans le passé. En France, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, s'élève à 1,96. C'est peu, mais c'est l'un des taux les plus forts en Europe. L'Irlande et la France sont en effet depuis plus de 15 ans les 2 pays les plus féconds du continent. Et pour tenter d'y voir plus clair sur les raisons de ces chiffres assez éloquents, nous sommes en ligne avec Marie Reynaud, chercheure à l'INSEE. Marie, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Alors jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais la France n'avait connu une mortalité aussi importante. En 2015, 600 000 personnes ont perdu la vie, une hausse de 7,3% par rapport à l'année précédente. Comment on peut l'expliquer ? Alors ce phénomène observé en 2015 s'explique pour 2 raisons. D'abord, le vieillissement de la population française. De plus en plus de personnes arrivent tous les ans aux âges de mortalité élevés. D'un côté, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le fait que les personnes âgées et même très âgées ont eu une mortalité en hausse en 2015, et notamment en raison de 3 épisodes sanitaires. Il y a eu au premier trimestre 2015 une grippe qui a été très longue et sévère. Ensuite, il y a eu un épisode caniculaire au mois de juillet, et enfin au mois d'octobre, une période de froid. Et toutes ces périodes ont généré une surmortalité importante. Voilà pour les paramètres qui expliquent ce plus haut taux de mortalité. En revanche, le nombre de naissances, il est à noter aussi, il est au plus bas depuis 10 ans. Ça s'explique comment ? Alors, les naissances ont légèrement baissé en 2015. Il faut relativiser la baisse parce qu'elle est quand même faible. 19 000 bébés en moins, ce qui fait une baisse d'environ 2%. Alors là aussi, cela s'explique par 2 phénomènes. D'un côté, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants diminue depuis 1995 en France. Et d'un autre côté, on observe une légère baisse de la fécondité. En 2014, l'indice de fécondité était de 2 enfants par femme. Et en 2015, de 1,96. Vous voyez, la baisse est quand même très, très légère. Une baisse à modérer. En revanche, j'imagine que ce sera bien évidemment le défi pour le gouvernement français et pour les gouvernements de l'Union européenne, puisque c'est un phénomène plus global. Merci beaucoup, Marie Reynaud, d'avoir répondu à nos questions ce matin, chercheuse donc à l'INSEE.
Voilà donc pour l'essentiel des titres et de l'actualité. Dans quelques instants, un tout nouveau point sur l'information. Juste après, on parlera d'un homme. En mai 2014, il était forcé à la démission à l'issue d'un psychodrame comme la droite française en avait rarement vécu. Après 18 mois de silence, il revient. Un retour à la vie publique que Jean-François Copé a savamment orchestré. Virginie Belaïch nous en parlera juste après donc un nouveau point sur l'info. À tout de suite.